Bonjour à tous, si vous pouvez m'entendre. Mon nom est Alexandra Quigley, je suis avocate principale chez Dentons dans le bureau de Montréal. Je suis membre du groupe de litige et de résolution de conflits, ainsi que du groupe spécialisé en matière de protection des renseignements personnels et de cybersécurité. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Audrey Nardini, qui est également avocate à Montréal dans ces deux départements. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de vous tenir compagnie pendant votre heure du dîner ou votre pause ou votre journée fort occupée pour vous parler des développements récents en matière de consentement au Québec à la lumière de la loi 25. Plus précisément, nous allons traiter aujourd'hui du projet de ligne directrice de la Commission d'accès à l'information en matière de consentement valide au sens des lois qui ont récemment été mises à jour en matière de protection des renseignements personnels au Québec, tant dans le secteur privé que le secteur public. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, comme je vous ai indiqué, le 16 mai dernier, la Commission d'accès à l'information, auquel je vais également référer comme étant la CAI, a publié un projet de ligne directrice sur les critères de validité du consentement en vertu des lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels. On a donc la loi sur l'accès, la loi sur le secteur public, ainsi que la loi sur le secteur privé. Les lignes directrices font présentement l'objet d'une période de consultation, laquelle se termine le 25 juin 2023. Ceci, je me prends un peu d'avance si jamais vous avez certaines questions. Nous tentons d'analyser les lignes directrices aujourd'hui, de vous donner certains éléments importants qui sont des bons pensez-y bien et certaines pratiques qui valent la peine d'être mises en place par vos organisations. Par contre, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez toujours soumettre des représentations à la CAI, notamment concernant les lignes directrices, c'est encore le temps pour le faire jusqu'au 25 juin prochain. Une fois finalisées, ces informations-là ont déjà été indiquées dans le projet de ligne directrice. Les lignes directrices n'auront pas force de loi. Par contre, selon la CAI, elles seront plus importantes que les documents d'orientation de la CAI, notamment en matière de consentement. C'est donc assez intéressant de regarder ce projet de ligne directrice et bien entendu, nous allons porter une grande attention à la version finale de ces lignes directrices-là pour tenter d'appliquer les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur en grande partie, notamment au mois de septembre de cette année. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les lignes directrices sur les critères de validité du consentement visent les nombreux critères pour obtenir ou pour qu'une personne puisse émettre un consentement valide au sens de la loi. Quels sont ces fameux critères? Un consentement manifeste, libre, éclairé, spécifique, granulaire, qui sera le second mot de la journée, le premier mot de la journée étant consentement. Le consentement doit bien entendu être demandé de façon compréhensible, on va y revenir. Il est valide et valable pour une période temporaire et les demandes visant le consentement doivent être distinctes à la fois d'autres éléments importants et d'autres documentations, on va y revenir. Et ce critère-là distinct est également important puisque le consentement doit être obtenu pour chaque fin spécifique distincte. Donc, c'est un élément pertinent qui va revenir tout au long de la présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, première notion qui est essentielle, consentement et contrôle. Pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être moins ou qui ont déjà travaillé avec les lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels, ce sont certains éléments pertinents. Nous sommes dans un régime basé et axé sur le consentement. Le consentement de la personne concernée à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels est essentiel, sauf certaines exceptions définies dans les lois. Donc, en voici certaines exceptions au consentement. Nous avons des principes pertinents et des obligations continues en vertu de la loi, notamment les anciennes, et les nouvelles dispositions qui sont très pertinentes pour les organisations. Notamment, les organisations doivent être en mesure de démontrer que les exceptions aux exigences en matière de consentement leur permettent d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sans consentement. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Vous êtes une organisation, ou bien vous demandez le consentement de la personne concernée, ou bien vous prenez la décision de vous prévaloir d'une des exceptions applicables, souvent après avoir consulté vos avocats en la matière. Et voici ce que ça veut dire. Vous devez quand même démontrer que vous respectez les mesures de la loi et garder une trace de cette logique et des raisons pour lesquelles ces exceptions-là s'appliquent. Pour ce faire, vous devez décrire comment vous utilisez ou vous communiquez des renseignements personnels sans consentement dans vos politiques de confidentialité
ou d'autres documentations semblables que vous utilisez. Ceci va être un thème récurrent au long de notre présentation aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire, vos politiques de confidentialité ou votre autre documentation connexe risquent d'être plus longues et plus détaillées afin de vous mettre à jour et de respecter les différentes obligations applicables, notamment en matière de consentement. Critères ou notion de décision irréversible qui est fort intéressante dans les lignes directrices proposées par la CAI, à l'effet que lorsqu'une organisation prend la décision d'aller obtenir ou demander le consentement de la personne concernée, en cas de refus, l'organisation ne pourrait pas par la suite utiliser ou invoquer une exception aux obligations en matière de consentement en vertu de la loi. Ce qui veut dire qu'une fois que vous décidez en principe, que vous procédez par consentement, vous devez vous limiter ou vous en tenir au oui ou au non de la personne concernée. Même s'il y avait une autre exception applicable, vous ne pourriez pas par la suite l'invoquer. Ce serait très intéressant de voir si c'est maintenu dans les lignes directrices finales et le cas échéant, comment cela serait appliqué, mais c'est un bon pensez-y bien pour les organisations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais prendre la parole maintenant. Donc, je vais commencer par dire bonjour parce que je ne vous ai pas dit bonjour formellement. Mais après toutes ces belles informations sur la nécessité du consentement, il ne faut pas non plus oublier le critère de nécessité qui est aussi applicable selon les lois québécoises. Donc, pour un petit résumé, les lois québécoises nous indiquent que c'est essentiel de rencontrer le critère de nécessité pour toutes les étapes des renseignements. Donc, que ça soit pour la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la communication des renseignements. Ce qu'il faut comprendre, la dualité de ces deux notions-là, en nécessité et consentement, c'est que le consentement ne va jamais permettre de repasser la nécessité. Donc, par exemple, un renseignement qui est collecté suivant un consentement valide, mais qui n'est pas nécessaire pour les fins utilisées, ne pourra pas être conservé. Donc, il faut garder à l'esprit qu'un consentement valide n'est pas la seule obligation en fonction du document. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous voyons un lien, nous avons parlé de la nécessité, le consentement, et maintenant, nous revenons à ces fameux incidents de confidentialité qui font l'objet de plusieurs nouvelles dispositions dans les lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels, lesquelles sont entrées en vigueur au mois de septembre dernier. Ce qui est intéressant ici, c'est prévu par la loi, l'accès à un renseignement personnel, son utilisation ou sa communication sans consentement, lorsque celui-ci est requis, constitue un incident de confidentialité. Ce qui veut dire, faites attention avec les périodes de conservation et le consentement que vous avez obtenu et ce pourquoi il est applicable et pertinent. Ceci veut dire, exemple, détenir un renseignement personnel une fois que la période de conservation a expiré ou utiliser un renseignement personnel à une fin autre que celle pour laquelle un consentement valide a été obtenu, constitue un incident de confidentialité, ce qui veut dire, il faut le tenir en tête pour les organisations, ceci vient déclencher une série d'obligations relatives aux incidents de confidentialité, notamment celui de l'indiquer dans un registre, de peut-être ou non en aviser la Commission d'accès à l'information et la personne concernée, toutes ces autres obligations-là et ces éléments pertinents dont la réglementation à ce sujet entrent en compte. Ce qui est fort intéressant dans les lignes directrices proposées par la CAI indique que si une organisation détecte un problème lié au manquement d'obtenir un consentement valide, elle doit alors respecter ses obligations liées aux incidents de confidentialité. C'est un autre élément fort intéressant. On a bien hâte de voir ce que sera la version finale de ces lignes directrices et l'interprétation de la CAI, puisque détecter un problème, ces termes-là ne se retrouvent pas nécessairement dans la loi ou dans la réglementation. Par contre, on vient de voir un lien direct de la CAI elle-même entre la notion de consentement, du respect du consentement, utilisation, communication et accès à un renseignement personnel, ainsi que incident de confidentialité. C'est encore une fois un pensez-y bien. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous passons maintenant à la question de la conformité et des obligations continues des organisations à cet égard-là. Nous avons donc ici le principe de responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir une documentation liée à la validité du consentement qui est obtenu et maintenir cette documentation-là ainsi que la conformité de façon continue. Pourquoi? Parce qu'une organisation a une obligation
continue de démontrer qu'elle respecte les obligations prévues par la loi. Si on prend un exemple, par exemple, d'un renseignement personnel qui est recueilli, ensuite utilisé ou communiqué, conservé, détruit, anonymisé ou autre par la suite, tout au long du cycle de vie de l'utilisation et de la rétention de ce renseignement personnel-là, il faut tenir en tête et tenir compte de ces obligations-là. Encore une fois, documentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut garder une preuve à l'effet que l'obtention du consentement a été faite conformément à la loi et les fins pour lesquelles ce consentement-là a été obtenu. Encore une fois, c'est très pertinent. Si jamais il y avait des questions ou une remise en cause, soit de l'extérieur, de la personne concernée, de la commission à l'information, d'un tiers avec qui vous faites affaire, ou un doute au sein de l'organisation en tant que telle, c'est essentiel de pouvoir retourner à cette documentation-là pour vérifier est-ce que le consentement est obtenu conformément à la loi, quelle est la portée de ce consentement-là, et est-ce que l'utilisation, la communication des renseignements personnels est conforme. Par exemple, si vous détenez un registre des éléments factuels reliés au consentement, voici ce qu'il faut pouvoir déterminer. Quelles informations ont été fournies avant le consentement? Nous allons y revenir, mais toute une série d'informations doit être communiquée à la personne concernée afin que celle-ci puisse émettre un consentement valide. Quelle action a été entreprise pour indiquer le consentement? Est-ce que c'était un oui verbal, une signature, une confirmation explicite ou de façon expresse à cet effet, une case qui a été cochée, une signature autre? Comment cette action a été séparée, distincte des autres actions? Encore une fois, on va y revenir, il ne faut pas confondre le consentement avec une autre communication, un autre échange ou une autre indication quelconque de la part de la personne concernée. On va y revenir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on comprend que maintenant, en tant qu'organisation, on va devoir développer des méthodes appropriées pour, dans le fond, collecter et démontrer qu'on a consigné un consentement valide. Toutefois, il y a un bémol à ce développement des méthodes de documentation d'obtention de ce consentement. Et la CAI l'exprime très clairement dans les lignes directrices, c'est que ces méthodes de documentation-là ne sont pas une raison pour collecter plus de renseignements qui ne sont pas nécessaires. Un exemple qui peut être assez parlant, c'est une organisation qui souhaite enregistrer les appels téléphoniques dans lesquels, par exemple, le consentement a été donné. Donc, dans une base de données, sa méthode de documentation serait de conserver ces enregistrements audio-là. La CAI nous avertit que de conserver un renseignement personnel, soit les enregistrements audio, n'est pas une collecte nécessaire et pourrait être plus adéquat en l'espèce de simplement tenir un registre avec les informations reliées à l'appel téléphonique, donc la date, le nom de la personne contactée, le nom de l'employé, afin d'assurer un suivi pour la collecte du consentement, mais il ne faut pas rajouter des renseignements personnels qui n'étaient pas nécessaires de prime abord. Prochaine diapositive. Donc, je prends ce qu'Audrey a dit au rebond. Maintenant, on a aussi l'élément important qui est l'authentification de la personne concernée. Comment vous assurer que la personne avec qui vous interagissez ou la personne qui va émettre le consentement est la bonne personne sans toutefois aller trop loin de l'autre côté et aller chercher trop d'informations. Premièrement, il faut appliquer le critère de la raisonnabilité. Donc, s'assurer que l'organisation obtient le consentement de la personne concernée elle-même, mais en appliquant les efforts raisonnables pour ce faire sans être dans une situation de surcollecte. Un exemple, par exemple, si vous procédez de façon visuelle, en personne ou virtuellement, et que Alexandra Quigley, m'apprête à donner mon consentement à la collecte de mes renseignements personnels, si pour une raison quelconque, il serait approprié de vous montrer une pièce d'identité, afin que la personne avec qui j'interagis puisse confirmer mon identité, sans toutefois en garder une copie. Ça fait partie des questions à laquelle l'organisation doit réfléchir afin de déterminer quelles sont les informations nécessaires et quelles sont celles qui seraient trop ou qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires. Encore une fois, on revient toujours à ce critère de nécessité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, nous parlons au premier critère de validité du consentement, ou un autre critère qui fait beaucoup couler d'encre, le premier étant le critère du consentement manifeste. Donc, qu'est-ce que le consentement manifeste ou qu'est-ce que ce critère? La position de la CAI est assez claire de façon générale et surtout à la lumière du projet de ligne directrice. De façon générale, le consentement doit être express ou explicite. On veut
limiter les situations dans lesquelles nous avons recours à un consentement implicite ou présumé, sur lequel nous allons revenir. Première étape, un geste positif de la part de la personne concernée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une déclaration, un geste, un acte qui manifeste clairement son accord, à distinguer ici de l'absence d'un refus ou d'un refus en tant que tel. L'exemple peut-être le plus classique, le plus clair, par exemple, c'est l'information d'une case à cocher ou une case déjà cochée. Une pratique qui serait contraire aux lignes directrices et aux indications de la CAI à date serait par exemple d'avoir une case pré-cochée à l'effet que la personne concernée consent à la collecte, à l'utilisation, à la communication de ses renseignements personnels. C'est ce qu'on appelle en anglais un opt-out. Ce qu'il faut plutôt, c'est une case vide ou un élément qui est tiré de gauche à droite, comme vous le voyez souvent sur différents sites Internet, où nous avons un acte positif de la part de la personne concernée pour confirmer son consentement. Encore une fois, il faut que ce soit clair et qu'on n'ait aucun doute sur la volonté réelle de la personne concernée. Un exemple qui risque de revenir plus tard dans notre présentation, par exemple, si on vous demande de cocher telle case pour consentir et pour obtenir 10 de rabais sur la marchandise, il pourrait y avoir confusion ici. Est-ce que la personne concernée vient vraiment émettre un consentement à la collecte de ses renseignements personnels ou elle voulait seulement son 10 Il faut encore une fois le mot que vous allez entendre plusieurs fois pendant cette présentation, y aller de façon séparée, distincte, claire, afin que nous puissions être en présence d'un consentement manifeste. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Toujours dans la question du consentement manifeste explicite ou exprimé de façon exprès, le consentement doit être exprimé de façon expresse pour la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels sensibles. Ceux-ci sont définis dans la loi. On parle notamment de renseignements biométriques, de renseignements médicaux, de renseignements qui sont autrement sensibles en raison de la nature ou du contexte dans lequel ils sont utilisés. Pour des renseignements personnels sensibles, c'est non négociable. On ne peut pas avoir de renseignement implicite, de consentement implicite, pardon. Il faut que ce soit exprès. Autre élément fort intéressant, s'il y en a certains parmi vous qui travaillent ou qui œuvrent dans le domaine de la publicité et du marketing, ce sont des nouvelles dispositions et des lignes directrices de la CAI qui fait un peu sursauter, celles en lien avec les obligations relatives aux technologies qui permettent d'identifier une personne, de la localiser ou d'effectuer un profilage. Celles-ci, en vertu de la loi, doivent être désactivées par défaut. Ce qui est fort intéressant, c'est que selon les lignes directrices ou le projet de ligne directrice de la CAI, ceci revient à exiger qu'il y ait consentement exprès. Donc, un exemple, une organisation qui dispose d'une application qui utilise la géolocalisation pour afficher les réductions ou les rabais disponibles en magasin à une certaine distance de la personne. Cette application-là, cette technologie-là doit être désactivée dès le départ et seulement être activée une fois qu'il y a un opt-in ou un consentement explicite de la part de la personne concernée. Ceci pourrait être contraire ou ne pas s'accorder avec certaines pratiques existantes dans ces domaines-là. Il faut donc faire attention à ce niveau-là. On a des indications par ailleurs de la Commission d'accès à l'information que ces obligations-là sont ici pour rester. Donc, c'est un pensez-y bien fort important pour les organisations qui œuvrent dans ce domaine ou qui utilisent ce type de technologie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous rentrons maintenant dans le phénomène ou le concept de la lassitude du consentement, qui est quelque chose auquel on pense souvent et qui fait également couler beaucoup d'encre, puisque, comme vous le savez bien, la personne moyenne reçoit beaucoup d'informations par jour. Son consentement est souvent sollicité, surtout lorsque la personne utilise des applications, passe du temps en ligne, etc. Il faut donc contrer et combattre cette lassitude du consentement. Selon les dernières lignes directrices de la CAI, ceci revient aux organisations de prendre des mesures nécessaires, faire les efforts raisonnables pour contrer cette latitude. Comment le faire? Tenter de trouver ce juste milieu entre donner l'ensemble de l'information pertinente et nécessaire aux personnes concernées afin qu'elles puissent émettre un consentement valide au sens de la loi, sans les ensevelir et trop leur donner d'informations, de sorte à ce que la lassitude du consentement fasse effet et qu'elle ne puisse plus par la suite émettre un consentement valable. En pratique, comment ça va se matérialiser, comment allons-nous le voir, ça reste à voir, puisque ce degré de tension, quel est le degré acceptable du point de vue de l'entreprise qui doit multiplier les efforts, encore une fois, pour tenter de trouver cet élément magique entre
conformité avec les obligations détaillées et onéreuses en matière de consentement, sans toutefois trop en mettre sur les épaules de l'individu. La solution préconisée par la Commission d'accès à l'information semble être de mettre ce fardeau-là en grande partie sur les organisations impliquées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ceci nous mène au prochain critère, qui est la notion de consentement libre. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'obtenir? À la prochaine diapo, s'il vous plaît, vous allez voir une question de dynamique de pouvoir qui est fort intéressante et ce n'est pas nouveau. Donc, ce que la CAI soulève dans les lignes directrices, ce qui est vrai, c'est que dans certaines situations, il peut y avoir un déséquilibre entre le pouvoir de l'organisation qui sollicite le consentement et la personne concernée. Ce déséquilibre-là peut être de telle ampleur qu'il menace le caractère libre du consentement. L'exemple qui est donné par la CAI dans ses lignes directrices, c'est la relation employeur-employé. C'est fort intéressant puisqu'effectivement, il peut y avoir ce déséquilibre, ce rapport de force qui nous remet en question et savoir est-ce qu'un employé peut émettre un consentement libre dans ces situations-là. La CAI a un bon point. Par contre, elle n'offre pas de solution précise pour faire face à un tel déséquilibre et ceci soulève encore plus de questions, contrairement par exemple au régime européen en vertu du RGPD, où il y a plusieurs autres sources de traitement licite de renseignements personnels autres que le consentement. Encore une fois, au Québec, c'est un régime axé sur le consentement ou les exceptions applicables. Quoi faire? Pour l'instant, ça reste un pensez-y bien pour les organisations et les employeurs. Comment gérer et avoir ça en tête, ce déséquilibre de pouvoir et comment y trouver une solution efficace. Autre aspect fort important et essentiel pour obtenir un consentement libre au sens de la loi, c'est que le consentement de la personne concernée doit être obtenu pour chaque fin spécifique. Je vous donne un exemple. Si une organisation va chercher des renseignements personnels pour s'en servir, d'une part, pour envoyer ou transmettre son matériel de marketing, pour utiliser pour aller cibler ses publicités et d'autre part, pour améliorer son expérience client. Il s'agit de 3 fins spécifiques distinctes qui doivent chacune faire l'objet d'un consentement libre, éclairé et qui va venir satisfaire l'ensemble des critères applicables. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'ai un peu vendu la mèche. Maintenant, je vais vous parler du consentement éclairé. À la prochaine diapo. Nous avons une longue liste d'informations qui devraient être accessibles et transmises à la personne concernée afin que celle-ci puisse émettre un consentement éclairé. L'idée étant, une personne moyenne ou toute personne concernée ne peut pas émettre un consentement valide au sens de la loi si elle n'a pas les informations essentielles au préalable. Ce qui est assez logique et ce qui suit les lignes directrices et les autres informations ainsi que les principes qui étaient déjà en place au Québec ailleurs qu'au Canada, mais il y a certains éléments qui viennent se distinguer ici. Première question, qui? Donc, quelle est l'organisation au nom de laquelle le consentement est demandé? Ça peut sembler fort simple. Par contre, dans des situations où une organisation va recueillir des renseignements personnels au nom d'une autre organisation, il peut y avoir une distinction fort importante et pertinente à faire à ce niveau-là. Pourquoi? Les finalités visées par le consentement, encore une fois, chacun des objectifs, chacune des finalités visées par l'utilisation, la communication prévue des renseignements personnels. Autre catégorie, à qui est-ce que ces renseignements personnels-là seront communiqués, le cas échéant? Si applicable, on doit indiquer ou bien le nom des tiers à qui les informations seront communiquées ou les catégories de tiers. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une organisation pourrait opter d'y aller par catégorie plutôt que par tiers, ce qui peut être très pratique pour une organisation. Il faut également toujours tenir en tête ces obligations-là de transparence et autres lorsque vous allez définir les catégories de tiers en cause. Prochaine étape, encore une fois, si applicable. Oh, pardon. Juste retourner à la diapo précédente si possible. Je vais y aller plus rapidement. Auprès de qui? Encore une fois, si les renseignements personnels sont communiqués à l'extérieur de l'organisation, les identifier, encore une fois, par catégorie ou par nom. Prochaine diapo. Alors, on se retrouve encore, prochaine catégorie, le quoi. Quels sont les renseignements concernés? S'ils peuvent être décrits en détail, tant mieux. Sinon, les catégories de renseignements. Une autre catégorie d'informations fort intéressante ici, soit les catégories de personnes au sein de votre organisation qui auront accès aux renseignements. Il reste à voir si nous allons obtenir plus de détails dans la version finale des lignes directrices ou dans des interprétations subséquentes venant de la Commission d'accès à l'information, à savoir, par exemple, est-ce qu'une affirmation a l'effet que les employés autorisés d'une organisation auraient accès
aux renseignements personnels. Est-ce que ça pourrait suffire ou non? Ça reste à voir. Maintenant, il faut aussi inclure les informations quant à la durée de la validité du consentement, donc la période de conservation pour les renseignements personnels concernés. Il faut que cette information-là soit accessible au préalable. Et enfin, indiquer certains risques ou certaines conséquences qui pourraient découler d'une absence d'un consentement ou d'un retrait de consentement ultérieur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la liste continue. Comme vous voyez, c'est quand même un bon nombre d'informations qui doivent être communiquées au préalable. Nous revenons sur les risques raisonnablement prévisibles en lien avec l'utilisation, la communication des renseignements personnels qui font l'objet du consentement. Le comment, qui sont comment est-ce que les renseignements personnels seront utilisés ou communiqués, pardon, ou seront-ils communiqués le cas échéant ou stockés? C'est quelque chose qui entre notamment en jeu lorsque les renseignements personnels sont stockés, conservés ou communiqués à l'extérieur du Québec. Et enfin, quels sont les droits de la personne concernée? On doit l'aviser de son droit de retirer son consentement, son droit d'accéder à ses renseignements personnels et son droit de rectification de ses renseignements personnels. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc maintenant, on peut voir un peu quelle tension va venir de ces nouvelles obligations qui sont listées par la CAI dans ses lignes directrices. Dans le fond, le consentement éclairé est comme une médaille avec deux volets. D'un côté, il faut fournir toutes les informations pour s'assurer qu'on a un consentement éclairé. D'un autre côté, il ne faut pas, lorsque l'on communique ces informations-là, créer de la confusion chez la personne à qui on requiert un consentement. À ce stade-ci, la CAI nous propose donc de fonctionner par deux niveaux. Le premier niveau, je crois qu'il faudrait peut-être aller exactement à la prochaine diapositive. Le premier niveau permettrait de répondre à la question qui, pourquoi, à qui, auprès de qui et quoi. Donc, le nom de l'organisation qui répond qui, la finalité qui est le pourquoi. Le tiers, le cas échéant s'il y a une communication à un tiers auprès d'un tiers. Le quoi serait le renseignement ou les catégories de renseignement. À ce premier niveau-là, il serait aussi pertinent de mettre en lumière tout élément qui pourrait susciter la surprise chez la personne. Donc, par exemple, la durée du consentement, si la durée est plutôt longue, ou les conséquences en cas de refus. Ça pourrait être pertinent à ce stade-ci. Et dans un deuxième niveau, donc qui est listé à la prochaine diapositive, la CAI nous recommande de mettre dans ce deuxième niveau-là une politique de confidentialité qui pourrait, par exemple, être accessible dans un lien distinct via un hyperlien, une annexe à un formulaire, une icône avec un point d'interrogation ou en savoir plus. Ça permet de scinder l'information pour ne pas noyer la personne qui est suscitée par l'organisation. Prochaine diapositive. Donc, nous y revenons encore une fois pour le consentement éclairé. Les informations relatives aux différentes finalités pour lesquelles une organisation sollicite ou demande un consentement doivent être présentées distinctement. Donc, chaque fin et, encore une fois, pour que ce soit clair ce à quoi la personne concernée a consenti, tant pour obtenir un consentement valide à la collecte initiale, mais aussi pour que ce consentement-là puisse être valide pour les différentes utilisations ou communications ou fins auxquelles il sera utilisé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous rentrons encore une fois au prochain critère, qui est le critère d'un consentement spécifique. Qu'entendons-nous par un consentement spécifique ou qu'entend la Commission d'accès à l'information à niveau de ce critère-là? Donc, il faut d'avoir, encore une fois, les fins spécifiques, c'est essentiel. Le consentement doit être donné à des fins spécifiques et avoir un objet précis et circonscrit. Le consentement exprimé est également restrictif et sera donc interprété en conséquence, ce qui veut dire qu'il vaut seulement pour les finalités ou pour les tiers qui sont précisés dans la demande de consentement. Maintenant, on va parler de notre consentement granulaire. Audrey va prendre la relève pour ce fameux critère. Granulaire, qui peut maintenant être le nouveau mot dans le manche, si jamais. Donc, ce que ça veut dire un consentement granulaire, ça veut dire que le consentement est demandé à chacune des fins visées. Pour imager ce terme-là, la CAI nous dit qu'une image granulaire est une image à laquelle on peut percevoir chaque partie. Donc, c'est de
mettre en relation que le consentement ne peut pas être libre s'il est demandé pour plusieurs finalités en même temps. C'est un peu ce qu'on a dit tantôt. Ça ne peut pas être une case qui consent à plusieurs actions. Donc, c'est intrinsèquement lié à cette notion de consentement libre et éclairé. Le consentement doit être granulaire, donc un consentement pour chacune des fins ici. Donc, nous avons par la suite la question du consentement, ou plutôt la demande de consentement compréhensible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quels sont les éléments pertinents pour soumettre une demande de consentement compréhensible? Premièrement, et ça c'est repris de la loi préalable et d'autres lignes directrices ou documentation à cet effet-là, la demande de consentement doit être présentée en de termes simples et clairs. On doit utiliser des termes et des propos concis. Ce qui est intéressant ici, c'est exprimer avec un minimum de mots et être concret. Encore une fois, ça va être cette sorte de ligne, de fine ligne ou cette difficulté auquel feront face les organisations de trouver le juste milieu entre un langage clair, concis, direct, non pas trop volumineux, mais il faut également, comme vous l'avez vu, faire le tour de l'ensemble de l'information qui doit être présentée à la personne concernée et c'est par nature beaucoup d'informations. Donc, on se retrouve avec ce fardeau-là à la lumière du projet de ligne directrice pour les organisations qui doivent toujours trouver ce juste milieu entre présenter l'information de sorte à ce que la personne concernée puisse la comprendre sans omettre d'inclure ou ignorer certaines informations pertinentes et essentielles afin que la personne concernée puisse donner son consentement valide. Et on a un élément important issu de ce projet de ligne directrice qui est que les hypothèses et les verbes conditionnels devraient être évités. Pour le meilleur et pour le pire, ceci va peut-être pousser plusieurs organisations, peut-être certaines d'entre vous, à regarder les politiques en place, le langage qui est utilisé pour aller solliciter et obtenir ce consentement-là, afin de s'assurer que les hypothèses, les verbes conditionnels qui peuvent être pratiques afin d'englober le plus de situations, soient mises à niveau, peut-être modifiées. On vous donne un exemple en vertu de la ligne directrice qui ne serait plus conforme, serait d'indiquer nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour former des algorithmes qui diffusent des publicités ciblées. Attention, il faut y aller de façon plus directe, concrète et concise en disant nous utilisons votre adresse électronique, votre historique d'achat pour apprendre à notre logiciel quels sont vos centres d'intérêt. Nous utilisons ces informations. Pourquoi? Décrire les fins et préciser par exemple ces publicités reflètent vos centres d'intérêt. Il faut donc y aller avec un langage un peu différent dans l'objectif de respecter les lignes directrices et les exigences de la loi et tout ça dans un objectif de permettre à la personne concernée d'aller chercher, d'émettre un consentement valide. Encore une fois, certains départements de marketing, au département de vos organisations, s'il y a plusieurs avocats d'entre vous, c'est quand même toujours une sorte de tension et comment la gérer entre les besoins de l'obligation d'un point de vue légal, les obligations qui lui incombent et la réalité de vos pratiques et de vos interactions avec vos clients, vos consommateurs, etc. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je rajouterais aussi que la CAI perçoit le langage clair comme le langage pour une personne normale. Donc, il faut éviter les caractères intrinsèquement juridiques et plutôt arides et laisser de côté les avocateries lorsqu'on tente de transmettre une information reliée au consentement. Absolument. Merci. Très bon point. Donc, ce qui revient essentiellement, c'est ça, s'adapter à notre public visé, tenir compte des éléments pertinents. La CAI ne rentre pas nécessairement dans un grand détail, c'est beaucoup une question de contexte, de situation précise. Élément pertinent aussi qui va entrer dans la réalité, plusieurs organisations, peut-être certains d'entre vous, ne connaissent pas ou ne peuvent pas nécessairement prévoir ou identifier qui est ce public visé. Pour certaines organisations, ce serait tout le monde ou tous ceux à qui on peut transmettre notre information, notre produit, etc. Il faut donc faire attention, tenter d'y aller avec les principes généraux si vous n'avez pas plus d'indications quant à votre public cible ou tenter de l'adapter le plus possible compte tenu des circonstances. Prochaine diapo. Donc, nous rentrons maintenant dans ce qu'est cette nature temporaire du consentement et la période pour laquelle il est valide. Donc, le consentement est seulement valable pour une durée limitée. Qu'est-ce qu'une durée limitée? Ça va varier en fonction de l'entreprise, de l'organisation, de sa situation et des fins pour lesquelles le consentement a été recueilli.
Exemple, s'il est possible que parfois le consentement soit valable pour une période de 30, 60, 90 jours, parce que c'est exactement la période précise pour laquelle l'organisation va le recueillir, l'utiliser, le communiquer, etc. Parfois, c'est des périodes qui sont fort plus longues et dont les fins dépendent de différents facteurs, toujours encore une fois en conformité avec la loi applicable, mais parfois, ça va dépendre d'autres obligations légales. On le voit souvent dans des lois en matière de taxes ou d'impôts, on les voit aussi en matière réglementaire, déontologique, etc. Donc, il faut s'assurer par contre que ce consentement-là n'est pas valide pour toujours. Une organisation ne peut pas se contenter de ce consentement initial. Il faut toujours avoir en tête la fin de la période à laquelle ce consentement est valide. Une des raisons pour laquelle c'est fort important, c'est que dès lors que cette période prend fin, une utilisation ou une communication subséquente ou ultérieure d'un renseignement personnel serait qualifiée d'incident de confidentialité, ce qui emporte ses risques, ses obligations, comme on a discuté plus tôt, en vertu de la loi, et qui peut être associé, entre autres, à différentes pénalités à partir de cet automne. C'est donc un pensez-y bien, une raison de plus de toujours se soucier et avoir en tête la durée ou la période pour laquelle le consentement est valide. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et encore une... Oui, prochaine diapo, merci. Encore une fois, il faut faire attention à ce consentement-là de longue durée, ce qui est souvent fréquent pour certaines de vos organisations. Ce que la CAI recommande dans les projets de ligne directrice, c'est de porter une attention particulière aux obligations, notamment en matière de transparence, pour un consentement qui est valide pour une période plus longue ou étendue ou continue. Donc, ce que la CAI recommande, c'est que les organisations rappellent aux personnes concernées de façon périodique que l'organisation utilise ou communique leur renseignement personnel, qu'ils ont sollicité et obtenu un consentement valide de leur part, et peut-être même leur rappeler leur droit de retirer ce consentement-là. Ça, encore une fois, on trouve dans cette tension entre l'obligation de transparence, je dirais peut-être même de collaboration de la part des organisations et la réalité pratique de la chose. Et nous attendons à ce qu'il y ait une certaine inquiétude que de telles pratiques ou ces lignes directrices-là pourraient générer chez les différentes organisations concernées. C'est donc des questions à se poser, de trouver encore une fois ce juste milieu là, entre satisfaire et rencontrer les obligations continues tout en évitant d'imposer un fardeau trop onéreux ou trop lourd sur les épaules des organisations. Prochaine diapo. Donc, si on rentre dans le critère suivant de la validité, c'est-à-dire que la demande de consentement ou les demandes, dépendamment de la granularité de la demande, doivent être distinctes. Ce qui veut dire que la demande de consentement doit être présentée à part de toute autre information ou toute autre politique de l'organisation. Il ne faut donc pas regrouper la demande de consentement au sein d'une autre politique ou d'une autre demande effectuée par l'organisation. Si on peut imaginer ce critère-là, par exemple, sur le web, la demande de consentement doit avoir sa propre interface ou sa propre page web, le bon anglicisme pop-up. Et si on y va plus loin et on boucle la boucle, au niveau de la granularité, comme on disait, granularité, c'est pour les fins spécifiques. Donc, on a une page distincte pour la demande de consentement et ensuite, on a des cases à cocher distinctes pour les fins spécifiques. Donc, on est un peu coupé le cheveu en quatre, mais il faut se rappeler qu'elle doit être granulaire et aussi distincte de tout autre formulaire ou politique. Prochaine diapositive. Donc, nous rentrons dans le sujet un peu épineux du consentement implicite et présumé versus le consentement explicite dont nous avons discuté tout à l'heure, qui est encore une fois la forme de consentement qui semble être privilégiée par la Commission d'accès à l'information. Toutefois, le projet de ligne directrice reconnaît quand même la notion de consentement présumé. Qu'est-ce que le consentement présumé ou quand est-ce qu'un consentement peut être présumé? C'est le cas lorsque l'organisation a fourni l'ensemble des informations prévues par la loi et que, après avoir reçu ces informations-là, la personne fournit les renseignements personnels à l'organisation. Le cas échéant, on peut présumer qu'elle a consenti à ce que ces renseignements personnels soient utilisés ou communiqués aux fins pour lesquelles ces renseignements-là ont été recueillis et aux fins pour lesquelles elle a été informée. Attention,
on peut utiliser un consentement présumé dans certaines situations lorsque c'est applicable. Par contre, les autres obligations, la nécessité, la transparence et la documentation demeurent. C'est donc important, peut-être même particulièrement important lorsqu'une organisation a recours à un consentement présumé, de bien documenter les informations qui ont été transmises à la personne concernée afin de pouvoir démontrer qu'en effet, l'ensemble des informations essentielles et requises lui ont été communiquées et essayer de maintenir, de documenter, d'avoir une preuve quant à la séquence des échanges. Donc, s'assurer qu'on puisse démontrer que les informations nécessaires ont été communiquées avant que la personne fournisse ses renseignements personnels pour que nous soyons effectivement dans une situation où il peut y avoir un consentement présumé. Maintenant, on rentre dans le consentement implicite. Encore une fois, ce consentement-là est seulement possible lorsque nous ne sommes pas dans une situation qui implique des renseignements personnels sensibles, lorsqu'un recours à un consentement implicite ne va pas à l'encontre des attentes raisonnables de la personne concernée et lorsqu'il n'y a aucun risque de préjudice grave. Encore une fois, ce qui est fort intéressant ici en vertu des lignes directrices proposées, c'est que nous avons des organisations doivent néanmoins être en mesure de prouver qu'elles ont obtenu le consentement implicite de la personne concernée. Et il y a une obligation positive et on doit avoir une situation où le consentement implicite, il n'y a pas de doute à l'effet qu'il y a eu un consentement implicite valide et ceci est regroupé encore une fois avec les obligations de documentation et l'ensemble des obligations qui incombent aux organisations impliquées. Donc, un recours au consentement implicite est possible dans certaines situations. Même chose pour le recours au consentement présumé. Par contre, il faut faire attention aux circonstances dans lesquelles l'organisation décide de se fier à ce type de consentement et faire bien attention à ses obligations, notamment en matière de documentation.